Un plaisir renouvelé, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours au rendez-vous de votre émission. Nous parlons aujourd'hui dans Art Déco du graffiti. Gloria est avec les artisans ce midi. Notre artiste du jour, c'est un ancien. Ces morceaux ont bercé l'enfance de certains, pour d'autres, c'est plutôt l'adolescence. Merci de garder votre position. On installe mes rubriques. Marcella Rossi, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Comment Bienvenue. tu vas? Très bien, merci. Et ton vendredi? Pas mal en tout cas, je dirais pas mal. Et on est avec Gloria Oni. Gloria, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Marcel, bonjour aux amis téléspectateurs. Pourquoi Gloria n'a pas voulu rester à côté de moi et aller se positionner là-bas? Il y a un souci? Aucun souci. Gloria, tu as un souci avec moi? Aucun souci. J'ai juste pourquoi tu choisi t'éloignes de moi? ici. J'ai juste choisi de m'asseoir ici. Alors, Gloria, ce midi, nous testons quoi? Eh bien, je suis allée voir les fondeurs, les artisans, ceux-là qui fabriquent les marmites en aluminium. Et ce n'est pas que des marmites, des casseroles, des mortiers, des pilons, un peu de tout. Donc, je suis allée fabriquer, avec leur aide, bien sûr, un mortier. Pourquoi tu as choisi ce métier-là ou cette activité-là? Pourquoi tu as voulu faire ce test? Je me dis qu'il n'y a pas d'activité qu'on doit mettre, qu'on doit écarter de tout ce que je teste. Tout ce qu'un être humain peut exercer comme activité, moi, je peux me mettre dans leur peau et l'exercer et le faire. Il y a pas de Comme on le dit, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Et tu étais à Cotonou, à Calavi ou dans quelle ville? J'étais à Cotonou, plus précisément à Ouéhiro. Voilà, barrière Ouéhiro. D'accord. Voilà. On découvre? On découvre. Ouais. Mais Gloria, à quand l'expérience de la piscine? Je savais qu'il allait dire ça. Parce qu'il y a... Bon, ça, honnêtement, Marcel, je ne te promets pas ça. Ça peut arriver, mais ne l'espère pas. Pourquoi ne l'espère pas. Spécialement. Non, mais en fait, ça fait partie des... Je peux vous citer un nombre de défis qu'on a lancés à la Gloria natation, la saison dernière. C'est pas forcément la piscine, mais la natation. Oui, entre autres, la natation. Mais vous aviez parlé Il y a plein du de tennis choses de table. qu'on avait demandé à Je l'ai déjà de fait. faire. Mais la natation, honnêtement, je ne te le promets pas. Ça peut arriver. Mais je ne suis pas en train de me voir. Si tu fais tout et que tu ne fais pas la natation, c'est que tu n'as rien fait. Ah, pour toi, bien sûr. Tu n'as rien fait, même pour les téléspectateurs, tu n'as rien fait. C'est un défi. Je peux me mettre en pantalon et aller nager. N'est-ce pas? Tout ce qu'on veut, comment? On découvre le test du jour alors avec Gloria Oni. Avez-vous des carcasses de moteurs de véhicules, de motos, des fils électriques usés, des canettes de boissons vides? Eh bien, tout ce qui contient de l'aluminium est récupérable dans cet endroit modeste. L'activité que je teste pour vous aujourd'hui est archaïque et artisanale, mais nécessite une bonne attention et une grande précision. Je vais fabriquer manuellement des marmites ou casseroles en aluminium. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans J'ai testé pour vous. Mettre l'alu dans un récipient au feu pour que ça puisse se fondre. C'est avec l'alu déjà fondu qu'on pourra fabriquer la marmite de façon manuelle comme je l'ai dit. Je me sers de ce matériel pour enfoncer tout l'aluminium dans le récipient. J'avoue que c'est pas facile, hein. Le feu.
Ah, miozan nous kéké. Eux ont ben oui. Ok. Donc quoi alors au fait bien ligne mais. Donc les gens d'ailleurs vous y en a même ils sont là dans oui ah. Mais des plans de meilleur des cinémas t'es jeune nous ka ho mi gros ganzion mi ko alu le gros ganzion. Ganzion par exemple 3 kilos on a vu mais ça y est. 3 kilos tagaton. Tagaton. Ils vont hyper. 3 kilos de carton, voilà maintenant ça 10 kilos. 10 kilos, 14 000. Ah, bien sûr, la France, le blanc non blanc, parce que expédie. Quand on est mieux, c'est dans un exemple. Pour moi, il y a un exemple pour le minois d'ici. Pour la année, les deux aussi. Pour la sape du dos. Pour la qu'on a lui de l'eau. On est casé comme un temps. Nous sommes toujours à mi-chemin. Pourquoi? Parce que le moulage est terminé et l'étape suivante, nous allons renverser l'aluminium fondu là-dedans. Actuellement, c'est le mortier qu'on veut fabriquer. On a déjà pris le modèle de ce mortier. Voir ce que ça a pu donner. D'être séparés déjà. Et c'est fait. C'est prêt. Notre mortier est prêt. Wow. Attention. Notre mortier est prêt. Ces matériaux sont mis dans une fosse et fondent pendant des heures sous une température très élevée. Heureusement que nous avons ceci. Ceci nous permet de nous éloigner de la chaleur infernale que dégage le bouillonnement de l'aluminium. Le résultat, voici le résultat. Voici ce que nous avons pu concevoir. C'est un test qu'on avait déjà diffusé par ici. On est revenu là-dessus justement parce que c'est notre manière à nous de contribuer, d'aider ces artisans à toujours être fiers de leur job, de leur métier, de leur activité, n'est-ce pas, Gloria? Exactement ça, on l'a déjà diffusé comme vous l'avez dit. On est revenu là-dessus pour leur donner de la force, pour leur dire combien ils ont de la valeur devant leur activité et qu'ils doivent continuer parce que seul le travail libère. C'est vrai. Alors Gloria, le prochain test sera dans quel domaine? J'avoue que je ne sais pas encore.
Mais je préfère. Faut laisser natation. Je préfère. Natation. Tu Moi, lui je as ne encore pense parlé même de pas à natation. Marcel. Je ne pense pas à Marcel. Je suis focus, concentré. Ouais, mais attends, je préfère garder ça secret. Je vais venir avec Suspense, l'élément. quoi. Ah ouais, on se garde ça comme ça. Peut-être qu'on va t'associer, on va associer Marcel à ta rubrique et vous irez tester ensemble. En tout cas, elle a parlé un de suspense, ces- elle arrive ici avec un bon truc. Ah ben, comme d'habitude, elle est toujours ici avec de bons trucs, D'accord. n'est-ce pas? Merci quand même, Gloria. On te retrouve donc dans quelques jours pour un autre test, Exactement. n'est-ce pas? En attendant, tu restes sur place, hein? Tu ne bouges pas. Il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. On installe ADECO. Jennifer Sativi n'est pas là, mais la rubrique est bien présente. Eh bien, aujourd'hui, dans ADECO, nous parlons du graffiti. On en retrouve de plus en plus dans les rues de Cotonou et depuis quelques années, il y a même un festival qui est consacré et qui réunit les graffeurs du monde entier. Nous recevons sur ce plateau un des initiateurs afin de mieux comprendre cet art. On reçoit donc Romario Agbokofi, beaucoup plus connu sous le pseudo de Dr Mario. Dr Mario, bonjour. Bonjour. Comment va Dr Mario? Moi je vais très bien. Et vous-même? Ça va très bien. Alors, je viens de vous appeler Dr Mario et tout comme Marcel, j'en suis très sûre. Les téléspectateurs aussi se demandent, il est docteur en quoi? Et ça m'amène à vous demander, Dr Mario, pour un artiste graffeur, est-ce que vous considérez le graffiti comme étant un art qui, on va dire, qui soigne? Bien évidemment. Déjà, le pseudo Dr Mario, c'est parce que précisément en tant qu'artiste, je considère que j'influence les gens, les émotions, les humeurs avec les couleurs. Et l'objectif premier, c'est de pouvoir soigner les cœurs. Parce qu'au-delà des 5 besoins fondamentaux, la tête aussi a besoin d'être soigné. Voilà, et c'est ce rôle-là que joue le graphe. Je suis sûr que quand vous faites le tour dans la ville et que vous passez sur vous regardez les murs que nous faisons, à un certain moment, vous vous évadez. N'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est à partir de ce moment que vous avez choisi ce pseudo-là, docteur, pour dire que, en quelque sorte, mon art soigne. Généralement. D'accord. Justement, mais comment est-ce qu'on devient graffeur comme vous? Parce que moi, j'ai pu voir quand même ce dont vous parlez sur les murs de géants murs de Cotonou. Ouais. Comment est-ce qu'on devient artiste de ce genre? Alors, déjà, en tant que graffeur, et pour la plupart de la première génération de graffeurs que nous sommes autodidactes. Donc, c'est sous l'influence du hip-hop, parce que le graffiti, c'est un des piliers du hip-hop. Donc, il n'y a pas d'école pour ça? Non, pas encore. Pas encore. Et il faut dire que c'est un art qui va vers les gens sans demander leur avis. Donc, c'est pas formel. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes, de plus en plus, en fait, on a suscité des vocations. Et par ici, nous sommes donnés comme mission de former. Mais nous avons commencé sans être formés à la base. On est en train de parler de ce métier-là, mais le graffiti en lui-même, quand on en parle, qu'est-ce que c'est? Alors, le graffiti, c'est des inscriptions, d'accord? C'est de la peinture, c'est des œuvres, c'est des écrits, c'est des messages qui ont pour particularité de se déployer dans l'espace public. C'est-à-dire, par exemple, les toiles, pour avoir accès, il faut aller dans les galeries, il faut aller dans des musées ou des espaces dédiés à cet effet, mais très peu de personnes, en tout cas la majorité, ils vont dans les musées. Voilà. Donc c'est un art qui va vers les gens. Donc il se déploie dans l'espace public. Ce qu'on aurait retrouvé sur une toile, vous retrouver dans la rue, sur un mur, sur n'importe quel type de support en fait. Et comment ça paye? Vous levez, vous mettez ça sur les murs, dans les villes et tout. Qui vous paye? Alors, il faut d'abord savoir,
Est-ce que sur un mur, vous avez l'autorisation d'abord, avant d'aller poser tout ce que vous voulez sur un mur, ou on se lève comme ça, juste pour aller mettre, parce que bon voilà, on a inspiré aujourd'hui de faire un tel ou tel dessin. Ça fait plusieurs questions à la fois. Hein. Non, vous Il faut commencer par la question de la dame. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est, nous allons, dans un premier temps, c'était nous-mêmes, en tant qu'artistes, et vu que c'est un art qui va vers les gens, c'est la passion qui nous guidait au début. On allait peindre, mais on a fait très attention dès le départ parce qu'en Europe et un peu partout, cet art-là a un peu un cliché d'être vandale. C'est-à-dire qu'on ne demande pas la permission et on y va. Mais dans notre cas ici, conscient de nos réalités, nous sommes partis sur la base, depuis le départ, de toujours aller vers les gens, leur expliquer quel est notre projet et ensuite demander leur autorisation. Et quand c'est des murs publics, on se rapproche de la mairie pour avoir des autorisations afin de pouvoir peindre sur ces murs-là. Maintenant, quand vous peignez dans l'espace public, forcément, vous touchez du monde. Et du coup, ça crée de la demande chez des particuliers, des organisations, des entreprises qui ont besoin de cet art-là dans leurs locaux, histoire, parce que c'est un puissant vecteur de communication. D'accord. Alors, ce qu'on voit généralement, c'est du graffiti dans les rues. Mais est-ce que c'est possible d'en avoir chez soi? Bien sûr, c'est possible et c'est ce que nous faisons d'ailleurs généralement parce que l'espace public c'est pour tout le monde. Donc, ce qu'on peint dans l'espace public, tout le monde peut y avoir accès, mais en même temps, il y en a qui veulent l'avoir chez eux. Donc, si vous voulez du graffiti, on peut l'avoir chez soi. Chez vous, à la maison. Et je peux vous dire que c'est très thérapeutique parce que ça laisse une certaine vibration dans l'espace. Donc, si je comprends bien, tout ce qui est fait en ville, sur les murs, en ville, est gratuit. Non. C'est ce que vous venez de dire. Vous avez dit que vous le faites et vous attirez la clientèle pour pouvoir vous faire payer en retour. À la base, un artiste a besoin de s'exprimer. Un artiste s'exprime, ne s'exprime pas forcément pour avoir quelque chose en retour. Mais d'abord... il faut bien que l'artiste vive. Oui, je vous dis, pour continuer par s'exprimer. Merci. L'artiste a besoin de vivre et de vivre bien. Parce que pour penser pour soi et pour les autres, il faut être dans un certain cadre. Acheter les bombes, acheter du matériel, ça coûte de l'argent. Ouais, je ne refuse pas, mais ce que je dis, c'est que quand l'artiste veut peindre, est-ce que l'artiste le fait parce qu'il attend forcément quelque chose en retour ou tout de suite, la première idée déjà, c'est de s'exprimer. C'est ça. N'est-ce pas? C'est l'essence même de toute une stratégie. Parce donc, que... quand on va dans les rues, le premier objectif, c'est de s'exprimer, de toucher les gens. Mais comme il faut un budget en général, on va, entre nous, voir ce qu'on arrive à réunir, on demande même l'aide de la population. Je peux vous dire que, loin de ce que les gens s'imaginent, les Béninois sont prêts et s'engagent et nous montrent clairement qu'ils veulent apporter aussi leur pierre parce qu'ils comprennent que c'est pour nous tous. Et à ces moments-là, c'est la contribution de tous, des organisations, etc., qui font qu'on arrive à le faire. D'accord. Le graffiti n'a de support que les murs? Non. On peut aussi la voir sur... tout type de support. Quand je regarde la belle table que nous avons on ici, peut faire du graffiti là-dessus. Bien sûr, sur votre plateau, télé, à la maison, sur des supports atypiques, même des vêtements. Aujourd'hui, le graffiti fait corps avec la mode, totalement. Sur les t-shirts. Voilà. C'est des créations même typiques qui sont purement graffiti. Le graffiti a un idéal qu'il faut suivre. Oui. Est-ce que ça a des normes ou bien chacun y va selon son inspiration? Non, il y a l'inspiration et il y a le côté technique. D'accord? Pour pouvoir faire du graffiti, parce que quand on dit graffiti, il y a une grande famille. Le street art, pour tous ceux qui touchent à la peinture d'une manière ou d'une autre, ils peuvent se déployer dans l'espace public. Et quand ils se déploient en fonction de leur style, il y a une grande famille qui les réunit qu'on appelle le street art. Pour ceux qui font du graffiti précisément, l'outil qui est le plus utilisé, c'est la bombe de peinture. Mais pour ça, il faut maîtriser la bombe. Donc, les techniques d'abord qu'il faut maîtriser, la composition, comment est-ce que ça se passe, parce que l'inspiration, d'accord, mais c'est d'abord il faut suivre des normes, en fait. Voilà. Mais est-ce que vous avez parlé d'autodidacte, mais est-ce que vous l'avez appris à côté de quelqu'un? Il faut maîtriser son matériel, il faut savoir comment manier tout ce que... Mais vous l'avez appris où, par exemple? Bon, je vais vous dire un peu le parcours. C'est qu'au départ, on a fait un atelier de la Fondation Zissou
à l'époque qui faisait Graph Attacks. Du coup, on nous a mis en relation tout de suite avec des graffeurs français qui sont venus nous enseigner leur technique sur une courte période. Après, il fallait, parce que c'est un art, il faut être patient. Ça prend du temps. Donc, on a travaillé, on a mis en place un festival pour fédérer, inviter des gens qui ont plus d'expérience, qui sont beaucoup plus aguerris dans le domaine. Je fais au passage un big up à la grande famille de graffiti du Sénégal. D'accord. On va revenir tout à l'heure, on va en venir à ce festival-là que vous organisez, d'ailleurs, dont vous faites partie des initiateurs. Je vais retourner un peu en arrière. Vous avez comparé le graffiti tout à l'heure à du hip-hop. Le hip-hop, souvent, on a l'impression que c'est cet art-là qui vous amène à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, à vous libérer en quelque sorte. Est-ce que le graffiti aussi, c'est une sorte de liberté, de pouvoir s'exprimer sans pour autant utiliser des mots? Exactement. En fait, si on remonte même à la base et à l'histoire du graffiti, c'est des gens qui avaient besoin d'exprimer des frustrations, d'exprimer à quel point ils étaient délaissés par l'État, par la société, etc. Et qui sont allés dans les rues et qui ont commencé à peindre. Donc, c'est vraiment un moyen que, comme le hip-hop, parce que ça a suivi, en fait, tout est interrelié. Le graffiti fait corps avec le hip-hop. Le hip-hop. Le rap, le DJing, tout, la danse, etc. Tout ça, c'était le mouvement de l'intelligence qui bouge. Le hip-hop lui-même. Du coup, pendant que certains sont en train de rapper le message, il y en a qui vont l'écrire. Parce que quand on l'écrit, ça reste. Ça reste. Et ils étaient très ingénieux parce qu'ils peignaient sur des trains pour que, par exemple, si je peins à Cotonou, celui qui est à Parakou puisse voir le même message. Et lui aussi, il laisse un message pour me dire, oui, moi aussi, je suis dans la même dynamique. Et quand le train revient, vous voyez qu'en fait, il y a des artistes aussi. Et tout. Donc, ça crée des liens. D'accord. Tout autour. Voilà. D'accord. À vous entendre, on a l'impression réellement que le graffiti, c'est une passion pour vous. Et cette passion, justement, vous a conduit avec d'autres, à initier le festival Effet Grave. Vous avez commencé par l'aborder d'ailleurs. Quel est l'objectif derrière ce festival? Alors, pour faire simple, le festival Effet Grave a pour objectif de transformer les murs du Bénin en des musées à ciel ouvert. D'accord. Tous les murs du Bénin. Bon, quand on dit les murs, on aurait souhaité tous les murs. Parce les plus longs, les murs les plus longs. Bon, pas que. Parce qu'on n'a pas fait que des murs longs. C'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup entendu parler d'Effet Grave, mais je peux vous dire que au niveau de la place des Martyrs, par exemple, il y en a. La première fois qu'on a fait Effet Grave, c'était Mathieu Kérékou sur la place des Martyrs. Après, la forêt sacrée de Ouida, on est allé à Comé. On fait un peu, c'est une tournée à la base. Vous n'êtes pas encore allé à Zobodoma? Pas encore. Vous connaissez Zobodoma? Oui, mais si vous facilitez les choses, peut-être qu'on y sera. Il faut qu'on facilite. Voilà. J'ai une préoccupation. Est-ce que ce que vous avez fait, par exemple, ici, à la place des Martyrs, est-ce que vous avez été payé? À la place des Martyrs? Oui. Non, c'est un festival. Et pendant le festival, les artistes ont créé un cadre où ils sont invités, mis à l'aise, et les artistes, ensemble, réfléchissent pour impacter. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, détour de ce festival-là, je ne sais pas si mes informations sont exactes. Le Bénin serait, ce mur-là, justement, serait le deuxième mur le plus long en matière de... C'est ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Le deuxième mur le plus long de l'Afrique. Non, le mur de l'OCBN. De l'OCBN. C'est le deuxième au monde. Deuxième au monde. En Afrique, nous sommes premiers. D'accord, d'accord. En termes de superficie, bien entendu. D'accord. Alors, quels sont les projets à venir avant de boucler cet entretien? Bon, les projets à venir, c'est toujours dans l'objectif de vulgariser au mieux parce que il faut qu'on touche du monde. On est très heureux de voir le mur du port, par exemple, qu'on est en train d'habiller et tout, de pouvoir exposer le graffiti avec autant de moyens, donner envie aux gens d'en faire, multiplier les ateliers et tout, parce qu'aujourd'hui, la demande commence à être forte. Il faut du monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Béninois qui ont envie de s'essayer à la chose. J'espère que vous allez leur permettre de
de connaître ce bonheur-là et pourquoi pas partager cette passion-là que vous avez pour le graffiti. Bien sûr, avec plaisir. C'est une mission qu'on s'est donnée et on va y arriver. Est-ce que vous avez aujourd'hui maintenant les moyens, les capacités de transmettre toutes ces techniques-là que vous avez eu la chance d'avoir à d'autres personnes? Bien sûr, et c'est quelque chose que nous faisons. Déjà? Oui, nous le faisons déjà. Donc, on va poursuivre. On espère pouvoir avoir les moyens d'un jour de pouvoir installer un centre. Mais vous avez quand même le soutien du gouvernement, n'est-ce pas, à travers le ministère des Sports, de la Culture aussi. Oui, c'est le ministère de la Culture, la Fondation Claudine Talon, surtout sur cette édition-ci, qui nous a appuyé. La première dame de la République, Madame Claudine Talon, elle-même, a fait tout son possible. Elle a énormément contribué. Comme pour vous dire que c'est des gens qui épousent cette vision-là, qui comprennent l'importance de ce qu'on est en train de faire. Donc, on espère pouvoir être soutenu encore mieux parce que au-delà de l'État, il y a également le peuple. Il y a des particuliers, il y a le peuple. Voilà. Et c'est pas de la politique, c'est purement dans le but de pouvoir toucher le maximum de monde. C'est la mission. Donc, tous du nord, du sud sont invités à contribuer, à faire en sorte qu'on puisse y arriver. Effet Grave, c'était la première édition? Non, la 8e. La 8e. Et la 9e édition est prévue pour quand? Bon, pour le moment, on est encore en train de travailler là-dessus. Mais ça viendra, n'est-ce pas? Bien sûr. On a plus de trains qui circulent actuellement entre les villes. Mais on a les minibus. Comment vous allez faire pour communiquer avec ceux de Parakou, de Malanville et tout ça? Bon, on y va. Parce que déjà, il y a 2 ans, on y était. On a fait le mur de Koteb à Parakou. Et l'engouement qu'il y avait là-bas, franchement, je pense qu'on va y retourner. La plupart du temps, l'engouement, c'est la jeunesse ou les personnes de tout type d'âge? C'est curieux, c'est tout le monde. Du simple passant jusqu'au cadre, aux gens nantis. Mais est-ce que cela aussi n'est pas lié aux images, aux portraits, aux personnalités que vous choisissez justement pour ces effets graves? Oui, en fait, les gens s'y retrouvent. Voilà. Totalement. Voilà. Donc, forcément, quand ils s'y retrouvent, ils épousent. Et on est très étonnés des fois de voir des gens très âgés qui viennent nous encourager et qui trouvent que ce que nous faisons est bien, qu'on a beaucoup de courage de le faire. Et les jeunes aussi, c'est l'engouement. Franchement, il y a 5 ans en arrière, on ne pensait pas que ce serait comme ça. De toutes les manières, on vous souhaite beaucoup de courage. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui, désormais, aiment bien tourner le clip au niveau de ces murs-là pour montrer que oui, ça se fait également au Bénin. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est la jeunesse qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Merci Romario Agbokofi, docteur Mario. Tout simplement, vous êtes graffeur. Avec vous, on a parlé du graffiti. Vous restez sur place, n'est-ce pas? Vous avez un autre programme? Bon, là, je vais directement peindre un mur. Mais vous allez attendre. Le mur peut attendre, n'est-ce pas? Quelques minutes. Ok. D'accord. Comme vous faites de l'art et que vous êtes dans le domaine de l'art et que par ici aussi, les vendredis, nous montons les décibels pour parler de l'art, mais de l'art dans le domaine de la musique, je vous permets de rester, d'assister, de recevoir avec nous notre artiste de la semaine. Marcel Arrossi, notre décibel du jour, c'est qui? Vous aviez commencé par le présenter comme un ancien. C'est vrai qu'il n'est pas de la nouvelle génération. On a commencé par voir ce visage il y a vraiment longtemps, mais il n'est pas pour autant vieux. Nous parlons de Jacques Oho. Et pour ceux-là qui ne se rappellent plus vraiment ce nom, mais pour qui forcément ce nom dit quelque chose, je vais vous replonger. Dans l'histoire. Dans l'histoire. On écoute un de ses tout premiers morceaux, d'accord, qui le faisait connaître.
La mission est accomplie. Tu nous as replongé dans l'histoire. Et même si on n'avait pas reconnu le visage ni le nom, maintenant on sait. On sait de qui il s'agit. Est-ce que Dr Mario connaît se rappelle, Jacques? Bien sûr. Jacques Rodonneau, voilà, son nom à l'état civil. Jacques Coco, comme nom d'artiste. Jacques, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour Jacques. Bonjour. Un plaisir de vous avoir avec nous par ici. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Et ceux qui sont de l'autre côté aussi. D'accord. Ils vous entendent Les 5 sur 5. techniciens et... Ils vous entendent 5 sur 5. Je suis sûr que vous avez réécouté ça il y a un bon moment. Ouais. Donc, c'est moi qui vous le faire écouter encore. Ça vous fait quoi là tout de suite? Bon, pour mon cœur, et ça me rappelle aussi beaucoup de choses. Ouais. Les conditions de tournage. Les conditions de travail, déjà au niveau de la composition de ce morceau, de cette chanson plutôt, et la composition de l'orchestration, c'est-à-dire Tous ceux qui vont intervenir. d'abord l'orchestration, quel genre de musique irait avec les paroles. Les paroles qu'on sort d'abord. Là, c'est une musique d'inspiration, moderne d'inspiration traditionnelle. Donc, pour travailler ça et pour faire toutes ces harmonisations et construire, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je profite en même temps pour remercier tous ceux qui ont participé à ce travail-là. Ouais, merci. D'accord. Il y a combien d'années? En 2004, 2003, 2000, en tout cas? Non, ça c'est mi-septembre 2008. 2008, ouais, déjà. Ouais. Ok, on est aujourd'hui, ça fait près de 15 ans. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais avant ça, il y a eu des choses. Oui. Oui. C'est un message que le public a apprécié dans le temps, je me rappelle. Ça a fait, je ne sais pas, c'était en même temps une salutation, mais aussi des prières. Mais Jacques Coco n'était que de passage, parce que c'est ce que dit même le morceau. D'accord? Les Wai ont radé, d'accord? Je ne faisais que passer. Mais Jacques Coco n'a fait que passer. Non. Parce que après, on n'a plus eu des nouvelles de Jacques Coco. Je supportais d'un message fort. On n'a plus eu des nouvelles de Jacques Coco. Jacques Coco était là, il a prié pour tout le monde. Est-ce que les paroles ont eu un effet, on va dire, négatif sur son compositeur? Du tout pas. Jacques Coco n'était pas que de passage. Non. Il est resté. Je suis resté vraiment. La preuve, il est là avec nous maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus eu des nouvelles de Jacques Coco il y a bien longtemps. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai pris un peu de recul et pour aller travailler vraiment la musique. Ok. Après ce titre, Aboto, oui. Et il y a un autre qui l'a suivi, qui est Chéri Wantoivo. Oui, bien sûr. Et qui a fait aussi son petit bonhomme de chemin. Donc après ça, comme c'est une musique de recherche que je fais, et je me suis dit, il faut que je recule pour vraiment me doter de l'arsenal nécessaire pour revenir en forme. Revenir en forme, ouais. Donc ça m'a pris un peu de temps. D'accord. Et là, on va voir ce que Jacques Coco est effectivement devenu plusieurs années après. D'accord. C'est peut-être dans la 4e sélection que j'ai choisie pour ce jour. Ça va être Allo Loubet. Oui. C'est bien ça, hein? C'était en quelle année? C'était cette année. Cette année déjà. Et vous avez remarqué sur ce morceau que le niveau a un peu monté. Et au niveau du clip surtout, j'ai essayé de moderniser un peu la conception du clip et tout ce qui l'entoure, le décor. Mais je suis toujours resté dans le même style, tradi moderne, pour donner une couleur à la musique béninoise. On va voir. Allo Loubet, on laisse les téléspectateurs juger. Merci. Allo,
Forcément, il y a eu de l'amélioration aussi bien dans la qualité de l'image, du clip. Forcément, il y a une différence par rapport aux années antérieures. Tout à fait. Et ça, les téléspectateurs n'en ont pas eu droit. Ce que nous on a vu par ici, derrière les caméras, les téléspectateurs n'ont pas vu ça. Votre morceau, votre clip là, a fait danser les gens, vous avez vu. Mais les téléspectateurs, on va trouver le moyen de vous faire voir ça prochainement. D'accord? Jacques Coco a fait bouger les gens derrière la caméra. Jacques Coco, après ça, quel sera votre prochain plan? Est-ce que vous êtes arrivé pour, c'est-à-dire, de la plus belle manière pour continuer? Oui. Maintenant, je suis venu définitivement et pour continuer. Mais vous étiez où en fait? C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que vous avez reculé pour mieux sauter, donc vous êtes retourné à l'apprentissage davantage de la musique, des instruments. Mais pendant tout ce temps, Jacques Coco vivait de quoi? Si cette question vous fait... Quand c'est une passion, quelles que soient les conditions qui se présentent devant, on fonce. On fonce. Sinon, en ce qui concerne la manière dont je vis, ça va. Dieu est grand. Mais qu'est-ce qui se passait durant tout ce temps? Moi, je veux bien savoir. Pendant que Jacques Coco ne faisait plus de clips, ne faisait plus Il faisait quoi? De la musique. Oui, après, je suis... Avant de faire sortir mon premier album, je faisais la coiffure. D'accord. Maintenant, après, à Botoé et Ouaintevo, je me suis lancé encore aussi dans l'apprentissage du stylisme. Donc, j'ai laissé la coiffure, j'ai mis ça carrément de côté. Je suis allé me former en stylisme et en même temps faire une école de musique pour devenir un musicien. Un bon musicien. Donc, vous avez fait une école de musique maintenant? Oui. J'ai fait la guitare et je suis guitariste pro. Très bien. Ouais. Mais on a quand même pu constater que Jacques Coco pratique aussi un sport, et très bien d'ailleurs. On l'a vu dans votre clip. J'adore le sport et je suis un sportif complet. Voilà. J'adore le sport. Et ça confirme en fait... Vous avez remarqué dans le clip que j'ai roulé le patin. Oui, c'est de ça même je parle. C'est un bon sport, mais on a peur de se faire enlever les dents. Oui, c'est vrai, mais quand on veut, c'est possible. Oui. C'est vrai que c'est pas facile. Et moi, tout s'apprend, n'est-ce pas? Oui, tout s'apprend. Il était très à l'aise là-dessus. Très à l'aise, oui. En circulant, en chantant en même temps. Le téléphone. Entre les motos. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi le stylisme en fait? Pourquoi avoir décidé de laisser de côté la coiffure et aller vers le stylisme? Bon, c'est un choix que j'ai fait. La coiffure aussi n'est pas mauvais, mais c'est un choix que j'ai fait. Et j'ai remarqué aussi que la coiffure m'empêchait un peu de faire la musique comme cela se doit. Et le stylisme vous a... Ne vous avez pas empêché? Je ne crois pas. C'est pas comme la coiffure. La coiffure, quand le client est là, tu ne peux pas sortir. Ça. Mais avec le stylisme, tu peux programmer quand est-ce que tu vas faire le travail qui est là. Ouais. Mais avec la coiffure, quand le client est là, il ne peut pas déposer sa tête et revenir. Donc mais à quel moment Jacques Coco a décidé de devenir artiste, chanteur d'abord? Oh oui, depuis mon enfance, j'adore. Quand je vois les gens à la télé, j'aime beaucoup et ça me plaisait. Donc, depuis mon enfance, je sais que je serai un artiste. Je le savais moi. Ok. Ouais. Combien de temps? Bon, je ne sais pas, tu as encore d'autres questions. Quelle était la durée entre votre dernier clip et le moment où vous avez repris? Parce que le morceau qu'on a suivi tout à l'heure, c'est en 2021, n'est-ce pas? Donc, ça fait quelle durée? La pause a duré combien de temps? Ça a duré carrément 9, 20 à 10 ans. Hein. Voilà. Ouais.
Wow. Ouais. Mais pendant ce temps, ces personnes-là qui vous suivaient, d'abord vos proches, ensuite et ces personnes qui ont toujours adopté votre musique, vous n'avez pas eu de retour négatif, des gens qui étaient quand même déçus de ne plus vous voir sur scène? Non, du tout pas. Ils se contentaient quand même de ce qui existait. Oui, ils se contentaient de ce qui existait. Et la preuve est que Aboto continue toujours Bien de sûr, jouer sur les bien radios, sur les même sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire dans les groupes WhatsApp et comme ça. Ça continue de faire son petit bonhomme de chemin. Dans les groupes, c'est toujours Aboto, les gens partagent les matins pour dire bonjour. Il y a un morceau là qui doit passer. Madone, c'était après Aboto ou avant? Non, c'était mon premier sorti. C'était le premier, Oui, justement. On va suivre le tout premier. Ça va être notre troisième sélection ici. Madone. D'accord, Marcel. J'ai dit au Réalo que c'est ma partie là même qui veut démarrer et le Réalo coupe. On peut faire ça. Comme ça. On peut faire ça. Alors, on remonte un peu légèrement pour voir la partie qui intéresse Rebecca, qui intéresse forcément Gloria aussi, qui intéresse aussi les téléspectateurs, pourquoi pas. Avec la complicité du Bien Réalo, sûr. bien sûr. Monsieur Tim.
Non, ça fait un 4 dans le temps. franchement, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Merci. Je l'adore. Waouh. Je disais même, j'ai une manière de le chanter là. Attends. Aïkou et Bokaï Wanou Somi, est-ce que Ado Galia? Elle va faire le cœur désormais. On y va très rapidement. Emmanuel est en train de me dire que le temps passe, Jacques Oro était bien aimé, le public était bien reçu. Et là, il revient dans les esprits. Il va rester. N'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Quels sont les prochains projets de Jacques Oro? Bon, sinon, tout de suite là, c'est toujours continuer de travailler. Oui. Sur la musique. Est-ce qu'il y a un nouveau clip qui se prépare déjà? Bien sûr, il y a déjà 2 clips qui se préparent déjà. On est toujours en studio en train d'enregistrer d'autres titres aussi. Ok. Et, en tout cas, c'est toujours travailler pour pouvoir satisfaire le public béninois. D'accord. Et donner une couleur à la musique béninoise aussi. D'accord. C'est déjà décembre, les fêtes sont là. Est-ce que Jacques Oro a un festival, une activité pour égayer les cœurs et pour signer son grand retour? Même si le ticket est à 20 000 ou 30 000, j'y serai. Hein. Allez-y seulement. Merci. Sinon, tout de suite, on se concentre sur le travail. Le travail d'abord. Et pour pouvoir bien s'imposer. Oui. Et après ça, le reste, on va tout programmer après. D'accord. En tout cas, Jacques Oro est toujours bien aimé. C'est une bonne nouvelle pour nous d'apprendre ce retour. D'accord. On va revenir ici avec vous. Merci. Et pour le retour, hein, c'est votre première émission ou bien apparition télé, n'est-ce pas? Oui, je crois. Donc, on est en exclusivité, c'est ça? C'est ça. Quelque chose. Merci beaucoup. Bon, on a aussi l'instant a cappella par ici. J'ai pas permis, je ne sais pas si Dr Mario a une question à poser à Jacques Oro. Qu'il a connu. Puisque depuis, il est silencieux, mais on a quand même remarqué dans l'un de ses clips votre art. Oui. Les filtrages. Bon, en réalité, pour tourner un clip, il faut forcément aussi ceux qui font la décoration et les tableaux et consorts. C'est tout ça là qui donne de la couleur à la chose. Eux aussi, ils font un travail super dans cette domaine-là aussi. Des fois, on veut tourner des trucs, on les invite aussi à faire des dessins spéciaux pour les clips. Et d'ailleurs, il a dit, on chante, mais il y en a qui écrivent pour que ça reste. Voilà. Merci beaucoup. Instant a cappella par ici. Tu lui expliques rapidement, Marcella Rossi, oui, bien sûr. En fait, on va voir si Jacques Oro a gardé la voix qu'on a connue dans les années 2002, 2003, 2004, 2008, et tout ce que vous voulez. Mais avant cela, avant qu'elle ne conclue, d'accord, est-ce que vous avez quelqu'un parmi tous ceux qui vous entourent là maintenant, quelqu'un à qui renouveler, je ne sais pas. Vous voulez adresser un message particulier à quelqu'un à qui il faut dire que vous l'aimez. Si on vous demandait de choisir juste une seule personne parmi tous ceux qui vous entourent, dites à quelqu'un que vous l'aimez. C'est ma maman. Maman, je vous aime. Et je vous aime vraiment très fort. Elle est toujours là. Il faut regarder la caméra par là. C'est ma vieille. Et envoyer le message. Et elle est tout pour moi. Waouh. Ouais, ça c'est bien vrai. Elle est tout pour moi. Alors, nous, je ne suis pas sûr si elle n'est pas là aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serai aujourd'hui. Mais Dieu est grand. Elle est là. En tout cas, donc, bref, je vais conclure, n'est-ce pas? Et ensuite, on va écouter Jacques Oro. Et tu nous chantes pour clôturer en beauté ce plateau. Est-ce que Anandamia Nyamanoka Nyamanogo Lobonyi wanu wele Est-ce que Anandamia Vire gudo unjero to menfi Unyi wanu vilobo vilonyi wanu mi Minyi wanu minde minada minde jenwe o mindo apatonu minde bona itondo jigbere de mi kuna yano bonu fi mi tona da yano yindi e maro nunde lobodo wa inu we est-ce que asiuda mia
Merci, voilà, merci de l'avoir cette belle note musicale que nous clôturons cette émission. Merci beaucoup, Dr Mario. Hein. Un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Jacques Oro, merci. Par ici, c'est votre maison. Loi TV, le rendez-vous de midi, c'est votre plateau. Chers chroniqueurs, merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe de réalisation du rendez-vous de midi, sans oublier notre chargé de production. C'est déjà la fin. Bye bye. Bon week-end à toutes et à tous.